Dans un de ses premiers livres, Gustave Thibon raconte qu'un jour il avait prêté Les travaux et les jours du poète grec Hésiode à un vieux paysan de ses voisins, et, qu'en lurant dans l'ouvrage, ce dernier avait dit « C'est curieux, mais ces paysans qui vivaient il y a plusieurs millénaires pensaient et agissaient exactement comme nous il y a quelques années. C'est seulement depuis peu de temps que tout a changé. » Pendant plusieurs dizaines de siècles, du roi laboureur d'Éleusis à qui Cérès enseigna l'art de se servir de la charrue et la culture du blé jusqu'aux paysans du XXe siècle qui surent, à travers les générations et sur le même terroir, maintenir la fertilité de la terre et l'harmonie du paysage, en passant par les moines défricheurs du Moyen-Âge, les manants du XIIIe siècle, le siècle d'or français, et les premiers agronomes de terrain des XVIIIe et XIXe siècles, c'est-à-dire tous ceux qui ont vraiment édifié la civilisation occidentale, tous ont respecté la nature et n'ont jamais transgressé ses lois. Rome est née des paysans du Latium, et c'est d'un sillon de charrue que Romulus traça les limites de l'Ager Romanus. Celui-ci fut à la base de la croissance de la ville, et tant qu'il y eut des paysans pour cultiver l'Ager, il y eut des citoyens sages et honnêtes pour gérer dignement l'urbes et assurer sa grandeur. D'une main la charrue et de l'autre l'épée. L'agriculture a une large part dans la littérature latine, Virgile bien sûr, mais aussi Pline l'Ancien, qui consacra une grande partie de son histoire naturelle à l'agriculture, et surtout à la viticulture, et Columelle, dont le traité du jardinage, lorsqu'on le dépouille de l'emphase mythologique que le poète a cru devoir développer, avec un peu trop de préciosité, se lit encore aujourd'hui avec intérêt, voire profit, tant les techniques qu'il expose ainsi que la culture des différents légumes, bien plus nombreuses et variées qu'aujourd'hui, nous semblent familières. Columelle nous avertit aussi que les écrits des agronomes sont moins propres à former un agriculteur qu'à instruire celui qui l'est déjà, que l'expérience compte plus que le savoir livresque et que, pour sa part, il a été instruit surtout par la pratique. José Maria de Heredia a lui aussi joliment célébré l'Ager Romanus, en quelques sonnets réunis sous le titre Horterum Deus, où le poète souligne justement la relation naturelle et obligée, de cause à effet, entre la qualité du travail agricole, l'honnêteté et l'aisance de la famille paysanne. Les fils sont beaux, la femme est vertueuse, et l'homme chaque soir de marché fait teinter dans sa main les deniers d'argent clair qu'il rapporte de Rome. Puis vint la décadence. Rome s'écroule sous les coups des barbares, certes, mais ceci ne saurait faire oublier l'effondrement de l'intérieur, dont la première cause est l'abandon de l'agriculture. L'Ager Romanus, cultivé avec amour par la famille évoquée dans les vers de Heredia, fait place à des grands domaines livrés à des intendants cupides et cultivés par des esclaves irresponsables préfigurant au-delà des siècles le kolkhoz soviétique. Tandis que les campagnes se dépeuplent, les villes et surtout la ville croissent démesurément. Y afflue une population instable, désœuvrée, manipulée, assistée par un État bureaucratique à l'image d'aujourd'hui. Les mœurs se corrompent, la natalité s'effondre, et alors, mais alors seulement, les barbares portent le coup de grâce. Mais voici la Renaissance, et quels en sont les artisans, les moines qui reprennent à la friche les terres abandonnées, et en même temps évangélisent les barbares, moines défricheurs des âmes et du sol. Tant il est vrai qu'agriculture et civilisation vont de pair, et cette dernière atteint maintenant son sommet avec la chrétienté. Avec l'agriculture renaissent aussi les structures politiques qui assurent l'ordre, l'empire carolingien est l'état rural par excellence, où la vie spirituelle, politique et économique s'organise autour des villes, centres d'activité agricole, donc de civilisation. 400 ans plus tard, la France connaît son siècle d'or avec Saint-Louis, siècle de paix où l'agriculture prend son essor. C'est l'affranchissement des serfs, les progrès techniques, l'organisation des communes et des paroisses, les grandes foires de dimension internationale, les conditions de vie s'améliorent. Les chaumières encore mal bâties contiennent des bahuts, des lits, du linge dans des coffres solides, et sur la table, le porc et la volaille alimentent les familles où règne la bonne humeur et la gaieté. Voilà vraiment que la France paysanne explose. La paysannerie est la source vive où se renouvellent sans cesse les élites, mouvement ininterrompu pendant des siècles, qui caractérise la société d'Ancien Régime. C'est pourquoi, avec la disparition de la paysannerie, la société cesse de se renouveler et s'étiole. Mais de nouveaux malheurs accablent la France. La guerre de 100 ans et les campagnes livrées aux grandes compagnies. Après un siècle de paix relative, de Charles VII à François Ier, vint la plus grande catastrophe européenne avant la Révolution française, la Réforme. Luther, fléau de l'Europe, après avoir fait massacrer des milliers de paysans en Allemagne, allume en France la guerre civile dont les paysans furent les principales victimes. Mais de nouveau, c'est le redressement.
Henri IV, Sully, Olivier de Serres. Le seigneur de Pradelles est un huguenot modéré, qui essaie de toute son autorité d'arrêter la guerre civile dans son Vivarais natal, qui s'est donné à la réforme et ne désarme pas, malgré l'édit de Nantes. Et c'est un peu l'échec de ses tentatives de conciliation face à des adversaires fanatiques qui le fait se replier sur son domaine de Pradelles, où il s'adonne à l'agriculture. Ce vaste domaine, fondé en 1284 par Philippe III le Hardi, devint alors un véritable laboratoire d'agronomie, non pas à la manière irresponsable dont l'INRA fait ses expériences avec l'argent des contribuables, mais à la manière du bon père de famille qui fait fructifier son domaine et considère que la campagne est le seul endroit où l'on peut pratiquer l'art de vivre honnêtement. Les observations et les travaux d'Olivier de Serres ont donné naissance au théâtre d'agriculture et ménage des champs, chef-d'œuvre immortel de la littérature agricole qu'on ne se lasse pas de relire. Sur le plan politique, il faut noter la rencontre des préoccupations agricoles du seigneur du Pradelles avec celle d'Henri IV, engagé dans la voie de la reconstruction de la France. Cela illustre un de ces rares moments dans l'histoire où l'intérêt porté à une activité fondamentale converge très exactement avec la politique d'un gouvernement. La parution au mois de juillet 1600 du théâtre d'agriculture représente tant pour nous qu'aux yeux des contemporains cette chance exceptionnelle que rencontra Henri IV de voir ses efforts pour rétablir l'agriculture secondée par l'ouvrage d'un homme qui, paradoxalement, avait pratiqué et étudié l'agriculture, consigné le fruit et les expériences de son savoir et milité en faveur du protestantisme précisément pendant le temps des guerres de religion, dont le roi, après un demi-siècle de troubles, s'engageait à réparer les immenses désordres, disait Corinne Butler dans sa préface au théâtre d'agriculture et ménage des champs. Il est très rare, en effet, qu'un gouvernement français s'intéresse à l'agriculture sans arrière-pensée, uniquement parce qu'il considère celle-ci non seulement comme la source du ravitaillement, mais aussi comme la pierre angulaire d'une société harmonieusement organisée. Le XVIIe siècle n'est pas très favorable à l'agriculture. Colbert la voit avec des yeux d'industriel, c'est-à-dire qu'il n'y comprend rien. L'historien Pierre Gaxot, dans la France de Louis XIV, citait « Toutes ces préférences vont à l'industrie, aliment principal du commerce. Mais pour que l'industrie française puisse lutter contre l'étranger, il faut que les salaires soient bas, c'est-à-dire que le pain ne coûte pas trop cher et que les paysans ne s'enrichissent pas trop vite. » Avec 300 ans d'avance, on dirait le plan Rueff-Fermand. L'agriculture retient à nouveau l'attention des élites dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec l'école physiocratique, pour qui toute richesse vient de la terre. En Anjou, on garde le souvenir du marquis de Turbilly, qui rénova l'agriculture du Baugeois. Après la Révolution et l'Empire, premier génocide paysan avec la Vendée et les guerres impériales, la Restauration, la monarchie du Juillet et le Second Empire sont marqués par l'intérêt que portent les propriétaires terriens à leur domaine. C'est l'époque de l'anglomanie, et l'on introduit des races anglaises, bovines et ovines, réputées devoir améliorer le cheptel national. Ce n'est pas toujours évident, mais le XIXe siècle est le grand siècle de l'élevage avec la sélection des races et la création des herb books. Une fructueuse collaboration s'établit entre propriétaires et métayers, et à la veille de la Grande Guerre, second génocide paysan. La France est une grande nation agricole, et grâce à l'agriculture, une nation riche. Et maintenant ? La politique agricole de la Ve République est devenue nettement anti-paysanne, tandis que l'industrialisation de l'agriculture transformait la société traditionnelle et aussi l'environnement par la destruction des bocages, la pollution des eaux, la disparition irréversible d'espèces animales et végétales. Voilà aussi des effets de l'abandon de l'agriculture naturelle, dont on ne mesure pas encore les conséquences et qui peuvent se révéler terrifiants. Ce n'est pas sans raison que la communauté économique européenne a commencé par s'occuper de l'agriculture, pour la transformer en industrie, en faire un objet de commerce international et supprimer les paysans. Évoquant les 30 ans de la CE, Yves Daoudal écrivait « Cette fameuse politique agricole commune est en effet quasiment synonyme de CE, donc d'Europe. 88% des dépenses communautaires concernent l'agriculture. Et malgré ces énormes dépenses, le revenu agricole continue de baisser. L'exode rural se poursuit sous l'œil satisfait des technocrates européens qui ont juré la fin des paysans pendant que des stocks gigantesques de beurre et de viande s'accumulent à l'heure où des gens meurent de faim dans le tiers-monde et où, dans nos pays mêmes, se développent de nouvelles soupes populaires. Plus de paysans, une société éclatée, une population laminée par le socialisme, les barbares sont dans la place et une église nouvelle semble douter de sa mission civilisatrice. Notre civilisation française s'est forgée sur l'éthique paysanne. Cette paysannerie fut pendant des siècles représentée par la grande majorité de nos ancêtres.
ceux-là même qui forgeront au fil du temps cet esprit français qui, à son tour, forgera notre histoire. Il ne tient qu'à nous de redécouvrir les vertus de notre terre, d'en connaître ses lois, et de nous doter d'un système de gouvernement qui soit aussi naturel que les lys qui poussent de notre sol. Notre jour viendra.